On va commencer par vous présenter les trois différents bilans que nous avions pour réaliser comment dire, des analyses sur la promotion immobilière. Donc le premier bilan, c'est celui de DMH que vous avez sous les yeux. Donc c'est un bilan assez sommaire, hein. Vous allez comprendre pourquoi, il y a assez peu d'éléments. Vous avez devant vous la partie coût construction avec les VRD qui représentent une ligne, terrasse, garage, plus-value toiture terrasse, chauffage et les maisons plein pied. Là, on est sur un projet de 7 maisons plein pied avec donc 7 garages. Donc on a un coût construction de 468 000 euros. On a des prix de revente estimés, géomètre, architecte, dessinateur, voilà, des frais liés sont tout à fait normaux. C'est plus dans le montant et dans le détail qu'il y a quand même des petits soucis. Et on a une marge à 48%. On va revenir tout ça là-dessus. Je vous montre le bilan qu'a fait Mulinvest après avoir arrêté de collaborer avec DMH. Donc c'est un bilan fait en interne qui est beaucoup plus complet. Donc déjà des coûts de commercialisation qui sont vraiment plus maîtrisés. Un coût construction qui est un peu plus détaillé, même si c'est pas encore le maximum. On retrouve VRD, terrasse, mais on a la viabilité, on a un terrassement qui est détaché, on a éventuellement piscine, sous-sol, voirie. Voilà, on a des choses un peu plus détaillées, un peu plus précises, avec pareil tout ce qui est assurance, garantie financière d'achèvement, donc la GFA, commercialisation, les frais Mulinvest, études techniques, TVA sur marge, TVA normale, tout ça qui n'était pas présent dans le bilan de DMH. Donc là, on a poussé nos investigations, donc on a contacté des notaires, des avocats, des spécialistes de l'immobilier pour faire ce bilan tout simplement, avec une synthèse et les coûts des levées de fonds. On va ensuite regarder le dernier bilan qui est sorti en janvier-février de cette année. Et celui-ci, vous allez voir, c'est le jour et la nuit. Là, on a vraiment un vrai bilan de promotion immobilière et encore, on pourrait rajouter des choses où on a vraiment tous les frais qui sont dissociés ligne par ligne. C'est obligatoire, c'est-à-dire plan de bornage, des pollutions, études de sol, des frais divers, cela parce qu'ils ne sont pas toujours présents. Taxe sur le tout à l'égout, taxe d'aménagement, redevance archéo et surtout la partie construction. On a la fourniture du kit, la logistique, le montage, terrassement, fondation, chauffage, terrasse, voirie, mobilier urbain, trottoir, chemin piétonnier, qui étaient complètement oubliés de démarche, mais qui représentent quand même des sommes à ne pas négliger sur un projet. Toute la partie viabilisation, pareil, on est quand même sur un détail qui est indispensable. Et ensuite, espace vert, désamiantage, tout ce qui est honoraire technique. Enfin voilà, vous avez vraiment là un projet complet et on passe à moins 16%. Je vais y revenir après. On repart sur le premier bilan. On avait donc pour le projet de cette maison un coût construction de, il est là, je vous l'ai mis en rouge, de 468 000 euros pour cette maison, 7 garages. Donc vraiment le coût construction, les voiries, tout. Et on avait une rentabilité de 48%. Voilà, il faut savoir que dans le monde de la promotion immobilière, 48%, c'est presque impossible. Donc, première puce à l'oreille, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on a ça? Le deuxième bilan, on a été un peu plus précis, on est arrivé à 18%. Déjà, on perd 30%, mais c'est pas par magie, hein, c'est vraiment détaillé. Et là, on a un coût construction qui était plus de 400 et quelques, on est 400 000 et quelques, c'est plutôt du 758 000. Et enfin, le dernier bilan, où là, on a une rentabilité de moins 16, négative, et nous avons un coût construction hors taxe à 1 510 000, et qui est pas déconnant. On pourrait éventuellement gratter, allez, 300 000 euros à droite à gauche en faisant vraiment de la maison bas de gamme, mais c'est pas ce que nous avions choisi. On était dans de la maison quand même clé en main, avec des finitions qualitatives. Les gens n'avaient rien à faire à part poser leurs valises. On aurait pu, en faisant du simple, peut-être gagner 300-400 000 et encore. Mais on était toujours au-dessus d'1 million et toujours dans une marge négative. Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que Mulinvest a fait deux bilans en 6 mois pour rattraper les dégâts de DMH. Vous le voyez, hein, ce ne sont pas des bilans faits à la va-vite. En bas, vous avez les onglets de tous les projets. On y a passé du temps, on a eu des devis pour faire ce bilan. C'est du travail qui sera disponible sur un drive ainsi que le permis de construire de ce projet, parce que je vais vous parler rapidement du permis de construire qui comportait énormément d'erreurs, pourtant fait par un dessinateur professionnel.
Et donc les retours de permis, les demandes de pièces complémentaires, on en a eu sur tous les projets avec des erreurs phénoménales. Donc oui, ça a été ça aussi qui nous a beaucoup ralenti. Je peux vous parler aussi de tous les projets que vous avez en bas, on les a tous passés dans ce bilan, hein, et tous ont des marges négatives. C'est-à-dire pas en dessous de notre marge minimale, mais vraiment négative. Et enfin, le crowdfunding immobilier, hein, ce que proposait Muninvest, c'est quelque chose de très connu. Vous avez Limo qui existe, WeSeed, Homunity, il y en a énormément d'autres qui font la même chose que nous. Donc il n'y avait rien de révolutionnaire, c'est juste que c'était des gens qui sont partis, des fois avec des banques en copromotion, qui ont bien réussi. Et Muninvest a commencé malheureusement avec des fondations complètement instables, avec des MH, et a essayé de se rattraper aux branches. Et vous avez les preuves sous vos yeux qu'on a vraiment tout fait pour y arriver. Et malheureusement, la conclusion, c'est que ça ne peut pas continuer ainsi.